Merci Brigitte pour cet exposé très pratique qui nous incite à aller dans l'action. Euh, il y a beaucoup de questions sur la migration assistée, tu t'en doutes bien. J'en ai noté une qui nous demandait si dans la partie des Hauts-de-France, on pouvait installer des hêtres du sud de la France, avec des belles provenances comme les hêtres de la Sainte-Baume ou de forêts relictuelles. Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. Enfin, elle est très vaste, elle est à tiroir, hein. Oui, La première chose, il faut absolument pas, il faut qu'on essaie de ne pas raisonner sud-nord uniquement lorsqu'on réfléchit à de la migration assistée. C'est pourtant ce que l'on fait assez communément. Je veux dire par là que ce qui est important, si on veut apporter quelque chose de nouveau et potentiellement plus adapté, c'est plutôt de s'interroger sur des niveaux de déficit hydrique que l'on a dans la population source et dans la population puits, c'est-à-dire dans laquelle on va introduire ces nouvelles ressources génétiques. Donc ça, c'est la première chose, hein, parce que souvent, lorsque vous êtes dans le sud de la France, pour compenser les questions de déficit hydrique, les populations se trouvent dans des conditions plutôt favorables, côté nord, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première parenthèse. Euh, Ensuite, dans la migration, les questions de migration assistée, c'est aussi un pari que l'on fait, que les populations que l'on introduit vont être plus adaptées au changement climatique parce que finalement, elles ont vécu depuis plus longtemps que les populations du Hauts-de-France dans des conditions sèches et chaudes. Donc, oui, mais maintenant, comment sélectionner ces peuplements? Comment les introduire? Pour l'instant, on ne fait que de l'expérimental, on ne le fait pas à grande échelle, même si dans les conseils d'utilisation de MFR pour certaines espèces, il y a de la migration assistée qui est préconisée. Et c'est comment on va introduire aussi par placeau, par parcelle entière, pour que ces flux se fassent entre les deux ressources génétiques, hein, si c'est bien ça qu'on veut faire, et pas remplacer totalement la ressource génétique des Hauts-de-France par celle de la Sainte-Baume. Alors, je vais compléter. Oui, oui, je vais vas-y. compléter. Oui, je vais compléter un tout petit peu ce qu'a dit Brigitte. Dans les Hauts-de-France, il y a des populations marginales de hêtres, notamment dans le sud de l'Aisne, qui sont dans des situations très sèches où il y a des pluviométries entre 500 et 550 millimètres de pluie. Et donc, il serait intéressant de les sauver et de les valoriser, ces populations de hêtres. Par exemple, à Missy-sur-Aisne et des choses comme ça, il y a des petites populations de hêtres en situation très marginale et très difficile. On ne s'attend pas à trouver du hêtre dans des situations à pluviométrie si faible. Avec, hein, comme on l'a dit, faire bien attention à la base génétique quand c'est des petites populations isolées. Voilà, pas de faire de bêtises non plus. Pour compléter la question, Brigitte, dans les arrêtés MFR aujourd'hui, on permet la migration assistée, mais sur de petites distances. Est-ce que, par rapport à la question qui était posée entre le sud et le nord, il ne faut pas tenir compte du gel? Ah, ça, c'est aussi pour ça que les distances, pour l'instant, sont aussi relativement faibles. Là, on est face à une grosse questionnement, en fait, hein. C'est comment je peux faire mes compromis entre des espèces qui vont être bien mieux potentiellement adaptées au climat futur, hein, mais pour autant, il faut qu'elles tiennent au climat actuel. Et là, il n'y a pas de réponse miracle.
c'est très compliqué. En effet, en introduisant des espèces qui sont dans des conditions plus méridionales, on a de forts risques qu'elles débourrent plus tôt et avec des gels qu'on a encore tardivement, qu'on ait des problèmes de froid et de gel sur ces peuplements-là. On a aussi observé, je ne sais pas si vous l'avez observé cette année, à de nombreux, je l'ai déjà observé sur des questions justement de migration assistée et je l'ai encore revu la semaine dernière, hein, une période de sécheresse intense et puis les arbres qui redébourrent en octobre. Et un froid qui arrive et les jeunes feuilles se font geler là aussi. Donc on a ces phénomènes qu'on voit apparaître avec les réchauffements climatiques qu'on n'avait pas du tout avant ou pratiquement pas. Et c'est une grosse question aussi qu'est-ce qu'on fait et comment on fait avec ça. Est-ce qu'on y va prudemment et donc on fait des distances de migration qui sont relativement faibles, mais finalement on n'adapte pas tant que ça aux questions de chaleur et de sécheresse, mais on a moins de risques de gelée ou on prend le risque qu'on ait des gelées une fois sur deux ou une fois sur trois. Je n'ai pas de solution pour l'instant miracle sur la question. Alors, je peux compléter au niveau du chêne Cécile parce qu'on a des réseaux de tests de provenance et en plus, avec des provenances lointaines, le chêne Cécile, globalement, supporte assez bien le transfert, mais assez brutalement, à partir d'une certaine distance, les performances sylvicoles sont telles qu'on ne fera jamais une planche avec les chênes qui nous viennent de loin. Alors, par exemple, tout à l'heure, je vous avais montré les photos d'un test de provenance avec une provenance très précoce, Nagui Botany. Dans la Sarthe, quand l'hiver est assez doux, elle est capable de débourrer au mois de février. Donc, la probabilité qu'elle ne gèle pas durement est quand même très, très faible. Et on a travaillé, par exemple, aussi sur une autrichienne qui était très, très précoce. On s'est aperçu que quand il y avait un coup de gel, elle devenait la provenance la plus tardive, alors qu'elle était dans le panier des plus précoces, parce qu'il faut refaire tout l'appareil végétatif, et donc elle avait son développement en plein dans la période sèche. Donc, si vous voulez, le transfert a des limites et on ne connaît pas, pour la majorité des espèces, cette limite du transfert. Sinon, donc, ces transferts sont quand même du domaine de la R&D. Pour Brigitte, deux participants souhaitaient que tu reviennes sur les inconvénients de la futée irrégulière, notamment par rapport à la diversité des âges et l'impact sur l'évolution génétique. Est-ce que tu peux… Vous voyez mon diaporama, je pense que c'est sur cette diapo où je suis passée sur la futée irrégulière et puis taillis sous futée. Je pense que c'est celle-là. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à tout type de sylviculture. Ce que je disais simplement au niveau de la futée irrégulière, hein, c'est qu'on a différentes générations de la même espèce au sein d'une même parcelle, souvent qui cohabitent. Donc, on a les grands-parents, les parents et les petits-enfants qui sont sur la même parcelle et qui peuvent être florifères en même temps. Donc, c'est ce que j'appelle le chevauchement de génération. Et donc, les flux de gènes à l'intérieur de la parcelle peuvent se faire et se font entre apparentés temporelles, c'est-à-dire que on est au sein des descendants, donc les grands-parents peuvent aller féconder les petits enfants. Et donc, on a chez les arbres forestiers comme chez d'autres espèces, des espèces animales, hein, des problèmes de consanguinité qui peuvent se mettre en place. Alors, tous ces phénomènes peuvent être contrebalancés, bien sûr, par des flux de gènes venant de l'extérieur des parcelles. Et donc, la migration avec l'arrivée de nouveaux génotypes, qui va tempérer un petit peu ces phénomènes-là. Est-ce que j'ai répondu à la question?
Oui. Alors, on a aussi des questions par rapport au mélange, puisque voilà, c'est un axe important que tu as cité. Est-ce que c'est possible de caractériser voilà, ce mélange en nombre d'essences, en proportion Hem, le mélange, il faut, déjà faire, avec, ce que l'on a aussi, hein, sur sa parcelle, hein, et favoriser, le mélange avec, des espèces, j'ai en tête par exemple, les questions, d'érable et d'érable, à feuilles d'aubier, qui est une espèce qui est relativement, méditerranéenne, mais qu'on trouve, assez loin dans le nord-est, de la France et en Bourgogne-Franche-Comté, donc qui est présent, du chêne pubescent, qui est déjà présent. Donc il faut, dans un premier temps, la première chose à faire, et ça les forestiers le savent mieux que quiconque, favoriser, le mélange que l'on a à l'intérieur de la parcelle. Pour cela, alors à l'intérieur de la parcelle, d'une part, et à l'intérieur du massif forestier, comme, je le montre là, en mélangeant les espèces. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est le nombre en effet de géniteurs, hein, pour lesquels, en dessous duquel finalement on risque d'avoir des problèmes de dérive, hein. Ce nombre de géniteurs, il varie d'une espèce à l'autre, il varie de la distance de dissémination du pollen d'une espèce à l'autre aussi. Donc c'est une question qui n'est pas évidente à répondre de manière générale, hein. Euh, mais ce que l'on peut dire, hein, c'est que dans des programmes de conservation, un ensemble de parcelles, on est plutôt à 500 reproducteurs, hein, pour pouvoir conserver, donc sur plusieurs hectares, pour des essences sociales. Merci Brigitte. Je voulais te poser quelques questions sur les aspects d'hybridation. Quand tu fais de la migration assistée, donc tu prends la même espèce qui vient d'une région avec un déficit hydrique un peu plus important. Est-ce que l'hybridation avec l'espèce présente localement n'est pas un bon levier d'adaptation rapide? Alors, juste un petit mot sur le vocabulaire, hein. Tel que je définis en tout cas la migration assistée, parce qu'il y a plein de définitions, qui va de la définition que tu viens de donner, c'est-à-dire qu'on reste à l'intérieur d'une même espèce et c'est les provenances que l'on fait migrer, jusqu'à la migration de nouvelles espèces, de nouveaux continents. C'était Et ma deuxième question. désolé. Non, mais Mais c'est bon, pas du grave. coup, voilà. Et avec au milieu, finalement, de la migration au sein de complexes d'espèces ou dans un espace géographique qui est plus restreint. Dans notre définition, enfin, dans ma définition de la migration assistée, je reste sur les deux premiers, c'est-à-dire que j'exclus complètement de la migration assistée, par exemple, le cèdre, qui est présent en France. C'est pas de la migration assistée que de l'introduire dans les Hauts-de-France ou en Meuse. On fait bien de l'introduction d'une nouvelle espèce, parce que historiquement, depuis aussi loin qu'on peut remonter, on n'a pas cette espèce qui était présente sur la France et même en Europe. Par contre, on peut parler de migration assistée lorsqu'on a des provenances qui sont plus méridionales, comme le chêne Cécile, on en trouve dans l'Espagne, et de complexes d'espèces du chêne zéen, qui a été dans les mêmes zones refuges et qui se sont hybridés lors des dernières périodes glaciaires. Maintenant, lorsqu'on introduit donc soit une provenance, soit une espèce d'un complexe d'espèces dans une forêt,
Ce qui est important pour que cette hybridation elle puisse se faire et qui est un levier en effet intéressant pour l'adaptation au changement climatique, c'est de connaître plusieurs choses. Tout d'abord, c'est la quantité d'individus que l'on va introduire. On imagine bien que si on a introduit 3 chênes et dans une parcelle de 500 chênes sessiles, c'est plutôt les chênes sessiles qui risquent d'aller hybrider le chêne zéen que l'inverse. Et puis une deuxième chose auquel il faut que l'on fasse attention, outre les forces en présence, c'est les sens d'hybridation. Parce que on n'a pas toujours, quand on regarde les complexes d'espèces, le même sens d'hybridation. Ce qu'a dit Alexis, c'est que par exemple, le chêne pédonculé va aller hybrider, sur le pollen qui hybride donc le chêne sessile vers le chêne pédonculé. Par contre, c'est le chêne sessile vers le chêne pubescent. Donc, il y a aussi ça qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est-à-dire, par exemple, si j'introduis du chêne pubescent en forêt, je vais de chêne sessile, je vais sessilifier mon chêne pubescent et pas pubescenter, je ne sais pas comment je peux dire, mon chêne sessile. Donc il y a tous ces éléments-là qu'il faut qu'on prenne en compte pour ensuite avoir des actions de sylviculture. Mais je suis d'accord que l'hybridation, les flux de gènes, c'est un moteur important pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Et la deuxième partie de ma question, c'était justement sur de l'introduction d'espèces. Il y a quelqu'un qui disait que dans le Massif central, les sapins dépérissaient. Et donc, est-ce qu'il faut jouer le sapin tel quel, ou est-ce que ce serait pas plus intéressant d'amener des sapins méditerranéens qui Alors, pourraient aussi c'est apporter une diversité génétique différente? je vais faire une réponse de Normande que je ne suis pas. Ah, Ce on qu'on, avait ce dit qu'on- pas de question, pas de réponse de Normand. On a au sein des espèces forestières, comme je l'ai dit, énormément de diversité génétique. Donc, on a peut-être des cas pour le sapin, comme pour le chêne, pour d'autres espèces, où au sein de la régénération naturelle, on va trouver des individus qui vont sélectivement être capables de s'adapter mieux au climat. Voilà. Ceci étant, ce que l'on note, nous, forestiers, là, actuellement, c'est des dépérissements de grande ampleur pour certaines forêts. Enfin, j'ai en tête un certain nombre de forêts et d'espèces qui nous posent question vraiment sur la capacité de l'espèce à passer une génération de plus. Donc, la solution d'introduire du sapin méditerranéen pour continuer à conserver un écosystème, je dirais un écosystème-like, parce que ce n'est pas tout à fait le même, mais un écosystème de sapinière, malgré tout, avec des produits de bois qui se rapprochent du sapin pectiné, c'est une solution qui est intéressante, hein, plutôt que d'aller introduire autre chose de complètement différent. On a un saut au niveau de l'écosystème entier qui est beaucoup plus faible et un bouleversement qui est beaucoup plus faible dans ce cas-là que si on a introduit du cèdre. Alors, il y a les étudiants de l'école forestière de Mémac qui demandent si tu as des exemples de migration assistée qui ont fonctionné et si tu peux nous les présenter. Et puis, ça fait écho à un autre participant qui nous demande des nouvelles du projet Giono, qui là est un exemple de migration assistée, de être de la Sainte-Baume vers Verdun. Donc, peut-être voilà, sur ce sujet de cas concrets de migration assistée. Alors, sur des cas concrets de migration assistée, donc le projet Giono, donc qui a fêté ses 10 ans, en tout cas sur le papier, et les plantations qui vont bientôt fêter leurs 10 ans, montrer la capacité en effet de faire cette migration et un grand saut, en tout cas dans l'espace de la Sainte-Baume à Verdun, il y a quand même il y a plus de 1000 kilomètres, et avec une survie, parce que ça, c'est l'élément quand même qui est essentiel,
qui est bonne pour pas dire très bonne, comme celle des forêts de Chizé et des Colettes qui ont été introduits en même temps. Donc ça, c'est plutôt positif, avec des croissances qui sont loin d'être négligeables. Sur le hêtre, on est en train de les remesurer, mais j'étais la semaine dernière donc on a des croissances qui sont très bonnes. On en a remesuré une partie, il faut qu'on compare maintenant à la courbe de croissance habituelle. Et puis, on a finalement dans nos forêts aussi des exemples de migration assistée qui se sont faits par les anciens. C'est ce que nous, forestiers, à l'ONF, on appelle nos peuplements atypiques. Je parlais tout à l'heure de sapin pince-à-peau, qui est une espèce de sapin méditerranéenne du sud de l'Espagne. Et on a quelques petits peuplements dans le sud de la France, dans le massif de Saint-Lambert, avec un peuplement qui est actuellement adulte et qui se reproduit. Donc ça aussi, ça nous apprend pas mal de choses sur la migration assistée et la capacité des espèces à subir cette migration et dans quelles conditions. Et c'est des choses qu'on est en train de traiter à l'échelle de la forêt publique et de la forêt privée, pour aider justement les gestionnaires à faire leur choix en termes d'espèces et de prise de risque. Alors, il y a des exemples de migration assistée avec le pin maritime dans la Sarthe, par exemple, où il y a des massifs importants où il a été installé avec une belle réussite, et dans les exemples à citer. Après ça, moi-même, je suis forestier, donc comme c'est une école forestière, je vais prendre un exemple pratique. Moi, j'ai commencé à faire de la migration assistée sur un certain nombre d'espèces en Picardie, comme le poirier, comme le cormier, etc., avec globalement pas mal de succès. Et à l'époque, on avait utilisé un prototype de IKS qui est devenu Climessence ensuite, pour savoir comment choisir, entre autres, les espèces. Alors, il y en a, ça ne s'est pas très bien passé, c'était notamment avec le chêne pubescent, parce qu'on avait pris trop méridional. Donc, il y avait des problèmes de dégâts de gelée. Mais sinon, les autres, ça s'est bien passé. Ça fait 18 ans que ça a été installé. Merci. Brigitte, comment on peut conserver des ressources génétiques menacées si on implante de nouvelles espèces de façon assez massive en France? Alors, il faut peut-être Oui, la parler déjà de massification, massif. Voilà. ça dépend ce qu'on appelle massification, parce qu'on est quand même essentiellement sur de la régénération naturelle. On a très peu de plantations, même si on a eu des annonces où on devrait atteindre 1 milliard d'arbres plantés en 10 ans. Vu la surface forestière, ça reste quand même une petite goutte. Je pense que c'est absolument pas antinomique, et on l'a bien montré depuis des années avec les réseaux de conservation in situ, réseaux de conservation de ressources génétiques qui ont été développés et appuyés par le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture depuis des années, où on arrive à conserver des ressources génétiques dans leur milieu sans pour autant qu'elles soient hybridées. Parce qu'on a mis en place des systèmes efficaces, en l'occurrence des zones tampons autour de ces parcelles qui permettent de filtrer le pollen. Comme on l'a vu, les courbes de pollen, comme l'a montré Alexis, on a des distances de dissémination qui peuvent être importantes, mais qui deviennent de plus en plus rares et de plus en plus sur la distance, et le maximum se fait à courte distance. Donc on peut avoir les deux ambitions, et moi je continue à les avoir, pour faire de la conservation in situ, mais la conservation et le faire le plus longtemps possible, parce que c'est important que ces ressources génétiques évoluent avec leur environnement, y compris leur environnement humain, j'entends par là le gestionnaire forestier qui va venir faire ses sélections comme dans une parcelle classique, en ayant toujours pour objectif l'espèce qui est conservée. Maintenant, on peut se poser des questions sur des peuplements en particulier qui peuvent être rares et menacés. Alexis en a parlé un tout petit peu tout à l'heure sur les hêtres
qu'il y avait en Hauts-de-France. On peut reprendre l'exemple à l'échelle d'autres espèces où on a des questions de conservation d'espèces menacées par le réchauffement climatique dans le sud de l'Europe. Et là, je vous renvoie finalement à ce qui va être fait avec les fiches des assises, et en particulier la 2.9, puisqu'on va mettre en place toute une stratégie de conservation de ressources génétiques méridionales de manière multipartenaire. Alors, Oui. Alexis et Brigitte, une question qui amène peut-être une précision sur la définition, en tout cas la thématique de la consanguinité en matière forestière. Donc, la question, c'est en futée régulière, on a plutôt une consanguinité frère-sœur. En futée irrégulière, on peut avoir une consanguinité mère-fils. Et y a-t-il plus ou moins de risques dans un cas ou dans l'autre? J'imagine voilà, des dérives liées à cette consanguinité, mais peut-être que ça vaut le coup que vous reparliez de cet aspect consanguinité forestière. Alors, on n'a pas du tout abordé l'aspect consanguinité parce que ce n'est pas un phénomène très courant. Parce que pour les grandes espèces sociales type chêne, hêtre, il n'y a pas d'apparentement entre voisins. Après ça, vous avez une dissémination forte du pollen qui limite beaucoup le risque de problèmes de consanguinité. Si vous voulez, le seul cas où clairement il y a certainement des problèmes de consanguinité, c'est le cas des hêtres du Ciron, parce qu'entre voisins, vous êtes entre apparentés et les flux de gènes sont à faible distance, donc ils se croisent entre voisins. Mais après ça, le problème de consanguinité est probablement rare et doit se limiter à des petites populations très isolées. Alors, si on regarde sur une parcelle forestière au moment de la reproduction, en effet, des arbres qui sont relativement proches ont des chances d'être issus d'un phénomène de reproduction passé à partir d'un même arbre. Mais ce que fait le forestier régulièrement, c'est qu'il casse aussi les cercles d'apparentement et de consanguinité lorsqu'il fait tout simplement sa sélection. Lorsque vous prenez un chêne, prenez un sapin, vous avez un cône finalement autour de l'arbre mère de régénération naturelle, et petit à petit, le nombre d'individus qui va rester de ce cône vont être relativement faibles, pour ne pas dire qu'il va en rester au final plus qu'un. Et ce que vous allez avoir souvent, c'est plutôt de la consanguinité entre cousins dans une futée régulière plutôt qu'entre frères et sœurs. Et on montre en effet que plus la distance augmente, plus ces phénomènes d'apparentement, en tout cas, sans rentrer dans des relations familiales précises, diminuent et diminuent assez rapidement. Et alors là, de dire qu'est-ce qui est pire, ce qui est pire, c'est d'avoir de la consanguinité entre frères-sœurs ou entre parents descendants, je n'ai strictement aucune idée, pour être honnête. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur une question avant, sur la migration assistée, qui sont les espèces du Sud. Il faut voir qu'on est pris dans un dilemme aussi, c'est que beaucoup de ces espèces sont dans des situations maintenant difficiles. Brigitte a parlé du chêne zéen, par exemple. En Espagne, c'est plus que des gros arbres assez disséminés. Donc, si on ne fait pas de la migration rapide, ces espèces risquent d'être perdues ou d'être avec des effectifs tellement faibles qu'on aura perdu la diversité génétique. Alors, par exemple, une espèce qui est mieux étudiée en Espagne, qui est le chêne faginé, en 20 ans, ses effectifs ont baissé de 40%. Donc, il y a des risques. Alors, après ça, vous avez une espèce carrément où des restes de disparition. Le chêne sicula, il a disparu en 2027, il ne restait plus qu'une seule population, et puis il y a eu une éruption volcanique qui a fait disparaître la dernière population. Vous prenez le chêne Quercus crenata dont je vous ai parlé, il reste 1100 individus globalement. Vous prenez le chêne des volcans ou chêne Kasnak, il est présent plus qu'en Turquie, il n'y reste plus que 11 populations en Turquie. Et c'est une espèce extrêmement intéressante parce que
c'est certes un chêne thermophile, mais il devient énorme avec des qualités de bois vraiment hors normes. Donc, si vous voulez, il y a aussi une urgence à faire de la migration assistée pour arriver à sauver cette ressource. Alors, Merci. une question, sachant qu'on arrive à faire des plants d'hybrides artificiellement pour certaines essences, est-ce qu'en fait, pour faire le parallèle avec la migration assistée, l'hybridation assistée ne pourrait pas être une solution de plus dans notre panel de solutions? Alors, il y a des programmes d'amélioration qui sont basés sur ces questions d'hybridation. Je pense en particulier au mélèze, et ça permet entre donc mélèze d'Europe et puis mélèze du Japon, avec donc des vergers à graines pour produire ces hybrides. Et en effet, c'est une solution et un matériel qui est aussi utilisé en foresterie. Et après, oui, il y a les noyers aussi qui existent. Après, je n'ai pas d'autres exemples d'hybridation qui se fassent régulièrement via des vergers à graines que ces deux-là, mais peut-être qu'Alexis a plus de choses en tête. Mais quand on fait aussi de l'hybridation entre provenances dans les vergers à graines, et ça, c'est quelque chose aussi qui peut apporter de la diversité et qui peut permettre d'aller un peu plus vite au niveau de l'évolution face au changement climatique. Parce que la question était plus orientée sur des programmes d'amélioration. Or que là, nous, on est vraiment plus sur les mécanismes naturels et d'hybridation. Et au contraire, nous, on cherche à une diversité génétique maximale, alors que quand c'est orienté sur de l'hybridation, notamment comme les mélèzes ou les noyers, la diversité génétique, elle est très faible. Hein. On est dans deux domaines très différents. Il y en a un, c'est vraiment un objectif uniquement production de bois, or que nous, on était plutôt à essayer de réfléchir sur l'évolution de nos forêts. Une question qui touche les plantations. Donc, on cherche des espèces qui résistent mieux à la sécheresse, mais comment on peut gérer l'effet des sécheresses sur les plantations? C'est-à-dire que est-ce que des espèces qui sont plus au sud ou qui auraient un déficit hydrique plus adapté seront moins impactées par les sécheresses estivales? Alors derrière cette question, la personne nous dit combien de plants plantés pour un arbre adulte adapté? Donc là, c'est une question un peu compliquée à mon avis, mais on pourrait aussi compléter la réponse par la façon dont on peut renouveler les peuplements pour éviter cet effet sécheresse très fort. Je ne sais pas qui veut répondre. Bon, il y a des études qui ont fait des comparaisons plantation et régénération naturelle. Clairement, en régénération naturelle, la résistance à la sécheresse est plus élevée, du moins sur les chênes. Donc, même une fois la crise de transplantation passée, vaut mieux de la régénération naturelle. Après ça, on peut supposer que des populations plus au sud donnent des plants qui vont mieux supporter les sécheresses quand on plante l'arbre, mais je n'ai pas en mémoire d'études précises là-dessus. Alors, je pense qu'il faut aussi réfléchir à la manière dont on plante, c'est-à-dire que il y a pas mal de plantations qui se font quand même à découvert complètement. Il faut peut-être qu'on réfléchisse à planter dans, je veux dire, ça me fait penser, enfin, sous un couvert, c'est une matrice, qu'on puisse se servir de matrice en fait, au sein d'arbres qui sont plus ou moins âgés et qu'on viendrait ensuite à couper dans un temps à définir. Mais sur la plantation,
je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à des méthodes de plantation qui sont peut-être différentes de celles qu'on a utilisées jusqu'à présent, en utilisant les espèces qui sont présentes, hein, qui peuvent être dépérissantes, mais qui ont quand même, qui permettent d'avoir un petit couvert forestier, une ambiance forestière, hein, qui va aider le plan à reprendre plutôt que de planter en plein découvert avec les risques à la fois de dessèchement du sol, hein, mais aussi les coups de soleil, hein, qu'il faut pas Négliger. négliger, hein. On a vu cette année des brûlures de feuilles, hein, et plus on rentrait dans le peuplement, moins on avait ces phénomènes-là, et ça y compris sur de la régénération naturelle. Donc réfléchir à cette manière-là. Et puis c'est quelque chose qu'on essaie de voir par rapport à ce que les espèces les plus méridionales, comment elles se comportent par rapport à ces questions de transplantation et de plantation, en faisant des stress hydriques, hein. C'est ce qu'on a essayé ce qu'on a essayé de mettre en place, hein, avec de l'exclusion de pluie, mais pas sur des adultes, hein, là sur des plants qu'on aura mis en pleine terre, hein, et voir un petit peu comment ça se passe si on les stresse au moment de la plantation. Essayer de réfléchir aussi au type de plan que vous allez avoir, racines nues, godets, et puis dans les godets, quel type de substrat vous avez. Est-ce que on ne peut pas jouer aussi sur les compositions de ces substrats pour essayer au moins que le plan puisse passer la première année de plantation. Alors, Brigitte, tu disais dans ton exposé qu'il fallait essayer de sélectionner via les martelages plutôt sur les caractères de résistance à la sécheresse. Il y a un des participants qui dit, mais est-ce que dans ces cas-là, on n'aurait pas intérêt à réaliser les martelages en fin d'été pour justement sélectionner plutôt ou en tout cas garder les individus qui voilà, garderaient des feuilles qui ne présenteraient pas Ouais. voilà, Ah des oui, signes de dépérissement. c'est une bonne approche, en effet. C'est une manière, un proxy, en effet, de voir quels sont les arbres, les années de grande sécheresse qui sont là. Après, assez rapidement, les arbres qui résistent pas très bien à la sécheresse, ils vont le marquer dans le phénotype avec des petites branches mortes et des choses comme ça. Donc, on va le voir, hein. Mais oui, c'est vraiment intéressant ce qui est proposé, à mon avis. Après ça, faire les martelages en fin d'été, c'est un autre avantage, c'est que on voit mieux les espèces présentes. Et donc, on peut faire plus facilement le bon choix et avoir la bonne stratégie dans le choix des espèces qu'on retire ou qu'on conserve. Et notamment pour conserver des espèces qui ne sont pas si courantes que ça et qui présentent un intérêt en termes de résistance à la sécheresse. Par exemple, c'est un bon moment pour différencier les différentes espèces de chênes. Ou d'érable, ou Oui, non, d'autres espèces-là. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé le 8 novembre qu'un conservatoire des essences méridionales allait être lancé. Sa gestion va être confiée à l'ONF pour sauvegarder le patrimoine génétique nécessaire à cette adaptation. Comment cela va-t-il s'articuler avec le réseau existant de conservation? Alors, oui, en effet, hein, il y a eu cette annonce, et je l'évoquais tout à l'heure pour dire que ça faisait partie aussi des points dans une des fiches des assises. Ça avait été pointé comme un objectif à atteindre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on a des réseaux de conservation in situ, mais qui sont en nombre, d'une part, limité, qui s'adressent plutôt à des espèces qui sont avec une large amplitude sur le territoire métropolitain. Donc, on a plein de trous dans notre raquette, à la fois
sur des peuplements de ces espèces que l'on n'a pas forcément bien identifiées. Alexis parlait voilà, de peuplements de hêtres dans l'Île-de-France. Je pense à d'autres peuplements de chênes dans le sud de la France, dans lequel on a des provenances qui sont méridionales et qui peuvent être en danger parce que les conditions changent. Mais on a aussi tout un tas d'espèces qui sont peu connues et qui peuvent avoir un intérêt et qu'il va falloir conserver. Donc, sur cette conservation, la première chose à faire, hein, c'est avoir un bon inventaire des ressources génétiques que l'on a, donc s'appuyer à la fois sur l'IGN, mais aussi sur les réseaux naturalistes, sur les conservatoires botaniques à l'échelle de la France, et puis ouvrir aussi nos yeux vers d'autres horizons, des horizons européens. Je pense à l'Espagne ou au Portugal, par exemple, avec des provenances de pins maritimes, de pins sylvestres, hein, qui sont dans des conditions plus chaudes, plus sèches, hein. Donc c'est toujours à vérifier, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui seront intéressantes à conserver. Donc il va falloir qu'on ait une articulation à la fois au niveau français, au niveau européen de ces questions-là, à la fois en termes de provenance et en termes d'essence, et à la fois en termes de type de conservation, conservation in situ et conservation ex situ dynamique ou pas, selon les éléments que l'on aura pu recueillir sur la diversité génétique de ces peuplements et de leur capacité à fonctionner de manière autonome ou non. Alors après ça, il faut bien voir que sur toute cette flore thermophile, on n'a pas autant d'informations que ça. D'abord, il y a des problèmes taxonomiques pour un certain nombre d'espèces. J'avais vu rapidement exploser avec Quercus crenata. Donc déjà, il y a ce premier problème. Et le deuxième problème, c'est que pour beaucoup d'espèces, on n'a pas encore de carte de répartition. Donc on ne sait même pas exactement où elles sont. Donc si vous voulez, actuellement, les connaissances sont plutôt empiriques et sont des experts qui ont une idée d'où se trouvent ces espèces. Donc il y a tout un travail à faire et il faut le faire rapidement là-dessus pour simplement pouvoir aller récolter les graines et avoir des bonnes stratégies. Par exemple, on parlait le chêne ZN, la carte de répartition est actuellement assez floue. Pour essayer si on fait un programme pour sauver à la fois cette espèce et éventuellement la valoriser, il faut déjà savoir où est-ce qu'elle est pour essayer de ramener le plus de diversité génétique pour cette espèce chez nous et après ça, trier dedans ce qui arrive à survivre et à s'adapter chez nous. Et surtout, il faut il faut pas perdre des yeux non plus que l'on ait une stratégie de zoo. euh, C'est-à-dire que certes, on peut faire des conservatoires ex situ en France, mais avec l'objectif d'avoir des productions de graines et de pouvoir réintroduire dans l'air naturel ensuite ces graines et ces plants pour enrichir les populations qui peuvent être menacées de différentes façons et peut-être de dérives génétiques. Donc, on a bien ces processus d'aller-retour entre les populations et les espèces qui peuvent avoir des problèmes de conservation. Et ne pas se focaliser uniquement sur des espèces qui potentiellement seraient rentables au niveau de leur qualité de bois. C'est pas forcément là l'objectif non plus. Après ça, il faut voir que l'air naturel de beaucoup de ces espèces thermophiles, elle va être chez nous assez rapidement, ou elle est déjà chez nous. Et l'air dans lequel ils se trouvent, ils sont sortis de leur enveloppe bioclimatique. Donc, on est vraiment dans une situation compliquée. Alors, vu que vous avez évoqué la question des exotiques,
est-ce que vous pouvez définir qu'est-ce qu'une espèce exotique? À partir de quel moment on peut considérer qu'elle elle est Oula. exotique ou non? Là, je Alors, remercie beaucoup la personne qui vient de poser cette question-là et qui ouvre tout un débat. Je dirais que là, ça va être un autre webinaire presque qui pourrait répondre oui, à cette question-là, tellement elle est vaste. Et je pense que d'exotique, il y a autant de définitions que de forestier, presque. oui, Une des définitions, hein, c'est Christophe Colomb. Hein, c'est à partir des les espèces qui étaient présentes en France, en Europe, avant Christophe Colomb, ne sont pas des… Enfin voilà, s'il y en a des nouvelles, c'est des exotiques. Une exotique, elle peut être considérée comme exotique quand elle franchit le département. Enfin, c'est des questions de temporalité et d'espace l'espace, oui. qui sont loin d'être largement partagées par les forestiers. Après, on peut vous donner notre définition d'une exotique, mais c'est la nôtre et c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Je pense qu'il faudra aller sur la notion d'exotique, des espèces qui n'ont pas coévolué avec notre faune et notre flore. Et bon, là, il y a tout un travail à faire pour arriver à avoir ce type de définition. Parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, on arrivera à trouver des limites entre des espèces qui risquent de devenir invasives, qui ont des effets dépressifs sur la biodiversité associée, etc. Parce qu'il faut voir que les exotiques venant de loin ont une biodiversité associée très faible, contrairement aux autochtones. Mais à l'intérieur des autochtones, on peut pas dire celle qui a tant d'insectes associés est autochtone ou pas, parce que vous prenez le chêne, vous avez plus de 250 espèces associées qui lui mangent le feuillage chez nous, et le houth, il en a 8. Donc, quand vous allez mettre une espèce comme un épicéa sitka, il y aura plus d'espèces qui vont manger le feuillage. Donc, si vous voulez, il y a vraiment tout un travail sur la définition et il y a certainement plusieurs niveaux de définition. C'est comme les espèces introduites. Vous avez les archéo-introduites, Christophe Colomb, etc. Donc, il va falloir certainement aller sur un système à définition à tiroir. Et des exemples et des choses qui sont qui évoluent aussi. Moi, j'avais appris quand j'étais, enfin, il y a bien longtemps, euh, que le châtaignier, c'était une espèce qui avait été complètement introduite en France. Hein. Et puis là, il y a des études qui montrent que non, du châtaignier, on en a de l'autochtone en France. Donc, il y a des choses qui peuvent aussi en plus évoluer dans le temps avec les connaissances qui avancent. Peut-être une dernière question. Quand on a des dépérissements massifs, on a, en tant que forestier, souvent tendance à faire une coupe rase sanitaire. Mais est-ce que si on a quelques individus qui ont résisté, on ne se prive pas de génotypes potentiellement résistants au stress initial? En termes de généticiens, il ne faut surtout pas les couper. Au contraire, il faut les conserver, ces arbres-là. Oui, tout à fait. Hein. On a c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à sélectionner des arbres qui sont plus résistants au moment des martelages. Hein. Voilà, des arbres qui ont résisté et qui qui ont des graines, pour peu qu'il y ait quand même suffisamment, attention, d'individus sur la parcelle qui soient dans ces conditions-là. Ma dérive et mes flux de gènes reviennent. Hein. On peut on peut les conserver. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que ce que l'on voit en fait dans la régénération, ces individus-là, ça soit pas le résultat de banques de graines anciennes, et du coup, ça serait un peu contre-productif hein, par rapport à l'hypothèse de départ. Mm. Il faut que ces arbres, il faut bien que ça soit ces arbres enfin, soient bien résistants et connaître un petit peu leur génétique. Donc, attention, en effet.
Mais écoutez, merci. Je crois, Xavier, qu'on a un peu vu toutes les questions qui étaient posées. Il y en avait une de compréhension, Brigitte, que je Ouais. viens de voir. Tu avais la carte sur les trams. Oui. Et la personne demandait si tu pouvais un peu repréciser ta définition de. Là. Voilà, c'est ça. Alors, oui, alors là, je peux répondre, c'est l'IFEN qui a fait ce travail-là. Donc la question, ça concerne l'espace naturel. C'est ça. Alors, Qu'est-ce que l'espace naturel? voilà. Alors, l'espace naturel, c'est tout ce qui n'est pas urbanisé, construit, bétonné, etc. Donc, c'est assez limite comme définition. Et ils sont basés beaucoup plus sur la fragmentation par les routes, voies ferrées, urbanisation, etc. pour faire ce maillage. Donc, en réalité, la fragmentation est encore plus forte parce qu'il y a des zones de culture tellement intensives que il n'y a pas il n'y a pas d'espace naturel pour permettre à de la biodiversité de circuler. D'accord. Et donc, comment fait-on et comment, enfin voilà, c'est pour ça que je parlais d'aménagement du territoire à ce moment-là. C'est plus une question uniquement de forestiers ou de personnes qui travaillent sur l'espace naturel, hein, mais une question d'aménagement du territoire aussi. Et puis peut-être une question d'actualité, puisque notre gouvernement a annoncé le projet de plantation d'1 milliard d'arbres en 10 ans. Est-ce qu'on a les ressources génétiques suffisantes et suffisamment diversifiées pour que voilà, on n'ait pas de risque derrière par rapport effectivement à ces plantations? Pour les grandes espèces sociales, il n'y a pas de problème. On a plein de peuplements sélectionnés. Ça va être plus compliqué quand on va arriver sur les essences disséminées où on a intérêt à avoir des vergers à graines de manière à la fois simplifier les récoltes et avoir de la diversité extrêmement forte. Donc, par exemple, sur le cormier, il y a un verger à graines diversité génétique qui a été mis en place par l'INRA, mais il va falloir le généraliser. Alors, au-delà de savoir hein, si en France, on a suffisamment de peuplements sélectionnés, de vergers à graines qui nous permettraient de répondre à la question, là, on est sur une multiplication par 2 par rapport à ce qu'on plante d'habitude. Ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on intensifie par 2 les récoltes. Sur tous ces peuplements. Donc, c'est une logistique de récolte, hein, c'est de trouver des personnes qui vont grimper les arbres, qui vont le faire dans un temps très court, parce que la saison de récolte espèce par espèce, elle se joue à quelques semaines, hein. C'est les structures de traitement de ces graines qu'il faut qu'ils soient suffisamment dimensionnées, et puis les pépinières qui le soient aussi. Donc, ça peut être une superbe opportunité pour avoir une diversification des peuplements qui sont récoltés actuellement, parce qu'on sait que tous les peuplements sélectionnés ne sont pas récoltés régulièrement. C'est souvent dû au fait que ils produisent pas de graines aussi régulièrement et en quantité suffisante. Donc, derrière cette question-là, il n'y a pas que savoir si on a suffisamment de peuplements sélectionnés, il faut qu'on sache, ou de peuplements en France, il faut qu'on sache la qualité de ces peuplements, comment ils produisent des graines, est-ce qu'ils en produisent assez, et comment toute la filière hein, est organisée et capable de suffire et de subir cette inflation soudaine. Hein, ça fait penser à une crue en fait un peu. Donc là, il va falloir s'organiser tous ensemble pour pouvoir répondre à ces objectifs-là, tout en maintenant la diversité génétique. Donc c'est un beau challenge. Après ça, si vous regardez, par exemple, dans les années 80, début des années 90, Bercé, c'était 40% de la récolte de glands de chêne Cécile en France. Or que dans la région de Bercé, la régénération naturelle se fait toute seule, donc
il n'y avait pas besoin de beaucoup de graines. Et c'était simplement lié au fait qu'il y avait un technicien qui s'appelait Monsieur Picard à l'époque, qui était un fanat de la récolte et qui organisait bien ces récoltes. Donc, si vous voulez, il y a à la fois avoir les peuplements et identifier des peuplements, mais aussi avoir des hommes qui soient sur le terrain motivés pour ces récoltes-là. Déjà avoir des hommes et après ça, des gens motivés pour Des femmes aussi. voilà, homme avec un grand H dans ce cas-là. Au-delà de ça, on a eu l'INRAE a fait un travail justement sur le nombre de peuplements classés qui étaient récoltés régulièrement selon les espèces. Il y a un travail, je sais qu'il y a un travail en cours actuellement sur ce sujet-là, mais si ma mémoire est bonne, sur les premiers éléments qui avaient été présentés sur les chaînes, on était à une très belle couverture du nombre de peuplements sélectionnés qui étaient récoltés régulièrement. Donc voilà, il faut en effet avoir des peuplements, et puis avoir une filière graines et plants bien structurée et bien reconnue aussi, quoi. Et puis planter des arbres, c'est une chose, mais on va, enfin, moi, j'imagine pas, en tout cas, qu'on va planter des arbres, que pour planter des arbres, on va couper des surfaces plus importantes qui n'ont pas besoin d'être, ou de le faire sur des régénérations qui peuvent être acquises. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à la manière dont on plante et comment on enrichit. Donc, ça va être un travail qui est bien plus important qu'il n'en paraît comme ça, simplement avec un nombre d'arbres.